L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Mars 1942. Nous sommes en Asie du Sud-Est, en pleine guerre du Pacifique. Suite au raid japonais sur Pearl Harbor, le 7 décembre de l'année précédente, le conflit est devenu mondial. Américains et Britanniques ont déclaré la guerre au Japon. Ce dernier a rejoint l'Allemagne et l'Italie. Les offensives que lance le Japon sont fulgurantes. Philippines, Hong Kong, Singapour, Birmanie sont conquises. La Thaïlande se rallie à l'envahisseur. L'expansion japonaise est une conquête triomphale vers le sud, une lame de fond que les Alliés ne peuvent contrecarrer. C'est dans cet embrasement que s'inscrit la véritable histoire du pont de la rivière Kwai. En fait, la construction de ce pont s'est déroulée dans un contexte beaucoup plus général. L'édification du chemin de fer de la mort, reliant la Thaïlande à la Birmanie, par des milliers de prisonniers. Vous vous en doutez, il n'y a pas eu qu'un seul pont sur cette ligne ferroviaire stratégique. Mais celui de la rivière Kwai est devenu le symbole d'un projet insensé qui a causé des milliers de morts. Il est devenu encore plus symbolique depuis la parution en 1952 du roman de Pierre Boulle, Le pont de la rivière Kwai, adapté 5 ans plus tard par David Lean, dans un film mondialement célèbre qui reçut 7 Oscars. Méfions-nous toutefois, car l'histoire relatée par ce roman et par ce film est purement imaginaire. Il n'y a jamais eu de pont dynamité ni saboté sur la rivière Kwai. La réalité des faits est beaucoup moins glorieuse et surtout beaucoup plus terrifiante. Nous sommes le 8 mars 1942, il est 6 heures du matin et c'est l'heure H de mon histoire. Les Japonais viennent de conquérir les Indes néerlandaises. L'armée hollandaise se rend, l'île de Java est occupée. Les prisonniers se comptent par milliers. Parmi eux, un certain Loet Volmans, un Hollandais né à Amsterdam. Il reviendra de l'enfer et rassemblera ses souvenirs dans un livre publié en 2003. À l'été précédent, 1941, ce Loet Volmans a été incorporé dans l'armée royale hollandaise des Indes, caserné à Bandung, sur l'île de Java. Très vite, il a déchanté. Il est peu doué pour le sport et l'exercice physique. Il s'est mis à regretter l'époque où il était employé dans la compagnie commerciale de Bornéo-Sumatra. En tenue coloniale, il se prélassait dans les nuits chaudes et humides, hantait les bars de luxe pour siroter du scotch et griller des cigarettes égyptiennes. Surtout pour danser jusqu'à l'aube vaporeuse avec de jolies femmes. Sa maisonnée familiale grouillait de domestiques qui prenaient soin de ses moindres caprices. Mais à peine sous les drapeaux, plus question de Dolce Vita. Il a rampé sous les fils de fer barbelés, couru à perdre haleine, escaladé des murs, sauté des fossés. L'armée de son pays lui a paru très vite une véritable passoire. Les armes n'avaient même pas de lunettes de visée, les canons non plus. Sous la poussée des troupes japonaises, son armée vient de déposer les armes. L'armée nippone paraît invincible. Loet apprend la chute de Singapour. Ces maudits Britanniques, pense-t-il, n'ont même pas tenu face aux Japs. Misère. Il avait compté sur eux pour retarder l'envahisseur. Il n'a même pas le temps de les maudire. L'étau se resserre. C'est la pagaille complète.
Confiné dans sa caserne, le Hollandais se résigne. Il est désormais prisonnier. Ils sont tous prisonniers. À quel traitement dès lors s'attendre? On parle de Japonais tortionnaires, de supplices effroyables. Loot comprend qu'il est soudain à un carrefour de sa vie, ce qui le fait mûrir en quelques jours. Il ne croit guère à ce qu'annonce la radio. Ces Anglais et ces Américains qui viendraient les délivrer, cette guerre qui serait vite terminée, non, il n'y croit pas un seul instant. Loot attendait les troupes japonaises, et justement, les voilà. Du moins, une première patrouille, et puis une nouvelle chaque jour. Vainqueurs et vaincus se toisent. Les Hollandais semblent les contempler comme s'ils étaient des touristes. Oui, mais des touristes en uniforme kaki. Parfois aussi en haillons, car certains pédalent sur des vélos, le fusil en bandoulière. Ces cyclistes, vêtus d'un unique pagne, forment des escadrons de combat redoutables. L'infanterie en vélo est une tactique inventée par l'ennemi pour progresser plus vite dans la jungle et sur les sentiers de Malaisie. La conquête s'intensifie. Les Japonais partent leurs prisonniers dans un premier camp. Ils les désarment, emportent canons et camions et surtout, ils aboient. Ils ne cessent d'aboyer des ordres. Ce sera le premier contact d'une série interminable de tortures morales et physiques auxquelles Loot va être soumis. Son calvaire ne fait que commencer. Les ordres pleuvent, toujours en japonais. Un de ses amis proches, prénommé Franz, est battu devant lui. Il aurait laissé tomber quelques fusils. « Sabotage !» hurlent les gardiens. Voilà Franz gisant par terre, roué de coups sur la figure et sur le corps. Les prisonniers hollandais ont vite compris. Tétanisés par la frousse, ils écument de rage. Le lendemain, c'est le tour de Loot. Il en sort en marchant comme dans un brouillard, mortifié, mais aussi en colère. Soudain, ce jeune homme de 19 ans ressent pour la première fois l'envie irrépressible de tuer. Ce ne sera pas la seule fois. À cette colère s'ajoute l'incompréhension linguistique entre vainqueurs et vaincus. Personne ne se comprend. Et ceux qu'il appelle les jaunes ne cessent d'aboyer. Un matin, Loot et ses compagnons constatent un changement parmi leurs gardes chiourmes. Viennent d'arriver les soldats de la force d'occupation, des spécialistes en matière de violence. Au milieu du camp des prisonniers hollandais, un grand drapeau est hissé avec son immense soleil rouge. Les radios des vaincus sont confisquées. Un officier monte sur une estrade devant les prisonniers qui l'oblige à rester des heures au garde-à-vous. Il hurle, bien sûr, en japonais, bien sûr, des hommages à l'empereur. Un interprète est requis pour traduire ses ordres. Les détenus seront obligés de s'incliner vers le nord chaque matin, vers la patrie, vers l'empereur du Japon. Ils devront travailler pour mériter un peu de nourriture. Et surtout, toute tentative d'évasion sera punie de mort instantanée. Et pour joindre le geste à la parole, l'officier leur réserve une démonstration efficace. 3 Hollandais avaient tenté de se faire la belle. On les amène devant l'estrade. L'officier se saisit d'un fusil, pousse un cri effrayant et se précipite sur un des hommes, comme s'il allait lui transpercer le cœur d'un coup de baïonnette. Il s'arrête juste à 1 centimètre de sa victime. Bel exemple de supplice psychologique à la japonaise. Il n'aboie plus, pas nécessaire et pas besoin d'interprète. Dans l'esprit de ces Japonais, les Hollandais sont des lâches. Ils se sont rendus trop facilement, ils sont méprisables. Un soldat japonais vaincu, lui, se suicide pour expier son déshonneur et sa défaite. Les gardiens affirment même que ces détenus doivent être heureux d'être restés en vie grâce à la bienveillance de l'empereur.
À ce moment, Loot perçoit l'abîme qui sépare l'âme occidentale de la mentalité asiatique. D'ailleurs, dès avril 1942, le Premier ministre Tojo impose une politique d'implacable humiliation. Pas question de respecter la Convention de Genève, qu'il ne ratifiera jamais. Traiter durement les prisonniers est la meilleure arme pour montrer aux habitants asiatiques que ces coloniaux n'étaient que de misérables exploiteurs, lâches et serviles. Et cela s'avère efficace. À Java, les Indonésiens applaudissent de voir leurs anciens maîtres travailler en loques et s'adonner à des travaux dégradants sous les coups de leurs geôliers. Coups de poing, de pied, de bâton se multiplient. Et les blessures mettent des semaines à guérir dans la chaleur favorable aux infections. Mais alors, Loot va-t-il survivre ? L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Les prisonniers ne vont pas tarder à vivre leur première expérience de la peur extrême. Petit à petit, le camp de prisonniers se remplit de nouveaux arrivants, britanniques et australiens. Ils sont bientôt des milliers. Ce surpeuplement réduit de plus en plus l'espace de chacun. Quand une tentative d'évasion est découverte, les Japonais obligent les 15 000 prisonniers à rester debout au garde-à-vous pendant des heures, sous un soleil implacable. Ils sont ensuite contraints de creuser des tranchées soi-disant pour fabriquer des latrines. En réalité, pour recueillir les cadavres des fugueurs abattus. Et bien sûr, tout le camp doit assister à leur exécution. Mais les prisonniers ont le sens de la survie. Et la survie passe par l'espoir de bonnes nouvelles. D'où ce nombre de ruses pour planquer des postes de radio qu'on écoute la nuit. Les opérateurs deviennent les héros du camp. Ils branchent leur appareil sur la fréquence radio de New Delhi, qui dépend de la BBC. C'est le seul espoir qui les relie au monde extérieur. Malgré les contrôles, ces récepteurs échappent aux gardes Chiourm. Et puis les captifs imaginent créer un restaurant, bien rudimentaire certes, mais c'est bon pour le moral. De même que le troc qu'ils organisent. D'ailleurs, Loot commence à s'habituer à la discipline du camp. Son moral se raffermit. Ouais, plus pour longtemps, car très vite, tout son espoir va s'effondrer. L'effroi va surgir en lui. Il s'inquiète. Est-ce possible cette rumeur qui court tout le long des barbelés ? Pourquoi ces rassemblements dans un coin isolé du camp ? Quelles sont les intentions de l'ennemi ? Ces derniers mois de 1942 et ce début de l'année 1943 ressemblent à une fosse d'angoisse. Un contingent de prisonniers est rassemblé, et puis un deuxième. Loot lui-même est déplacé. On les parque dans une aire spéciale. Son contingent de Java attend là, sous la morsure du soleil ou sous les pluies diluviennes. Un officier leur hurle leur sort. Ils vont monter dans un convoi ferroviaire. On les envoie travailler dans le nord. Un vague projet sans plus de précision. Les wagons de marchandises arrivent. Les trains se multiplient, Loot est dans un des derniers convois en partance. 4 jours et 4 nuits de transfert. Leur train traverse la péninsule de Malaisie. Toujours vers le nord, il gagne la Thaïlande. 30 hommes par wagon, où règne une effroyable puanteur et une 40aine de degrés. Les chocs et les secousses du convoi en blessent pas mal. Serrés, ils ont le dos brisé. Ils voyagent sans latrine. Pour les besoins, il y a les arrêts où ils se soulagent dans des fossés le long de la voie ferrée. Mais la dysenterie les fauche. Alors, chaque wagon devient une latrine permanente.
pour compenser un bol de riz et une soupe de légumes 2 fois par jour. Mais peu de gardiens. Étrange, pensent les prisonniers. Une évasion serait-elle possible? Mais non. Non, ces hommes sont déjà épuisés, découragés, apeurés par ce qu'ils ont vu dans le premier camp. Ils ne pensent même pas sauter du train et se faufiler pour se perdre dans la jungle qu'ils traversent. Bang Pong, terminus. Un village au sud de la Thaïlande, à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Bangkok. Ils n'ont même pas de carte pour se situer. Ils sont remontés du sud vers le nord, ont traversé la Malaisie, longeant le golfe de Siam. Les voilà en Thaïlande, qu'on nomme alors le Siam. À l'est, l'Indochine française, futur Vietnam, au nord, le Laos, plus haut la Chine, au nord-ouest, la Birmanie. Leur train stoppe dans un hurlement de frein épuisé. Eux aussi le sont. Descendent ainsi des wagons des centaines de fantômes émaciés et hagards, le dos torturé par le trajet, l'intestin sans cesse vidé. Ils découvrent un petit village, mais pourquoi les avoir amenés ici? C'est dans le camp de transit de Bang Pong, où ils viennent de sauter des wagons puants, que Lout et ses compagnons apprennent leur destination. 6 mois après leur invasion de l'Asie du Sud-Est, les Japonais ont fait de ce village le point de départ d'un projet pharaonique. Construire une ligne ferroviaire de 480 km à travers la jungle. Son objectif est militaire. Réaliser une liaison directe entre les ports thaïlandais et le front qu'ils ont ouvert en Birmanie. Les troupes droppées à destination pourront ainsi se lancer à la conquête des Indes britanniques. Cette ligne commence ici, à Bang Pong, remontera toute la Thaïlande et aboutira en Birmanie pour acheminer les troupes d'invasion. La ligne est déjà en construction depuis le mois de juin. Le chantier progresse de plus en plus vers le nord, construit, bien entendu, par une main-d'œuvre captive et forcée. Quand on l'annonce aux prisonniers, ils sont atterrés. Sont-ils encore capables de relever ce défi? Ou trouver encore l'énergie pour réaliser cette tâche? Ils vont devenir des esclaves, une main-d'œuvre vouée à la mort ou à la maladie. Ils vont devoir creuser l'assise de ce chemin de fer à travers une jungle inabordable, dense, infectée d'animaux dangereux, de serpents, d'insectes vecteurs de 1000 maladies. Mètre par mètre, kilomètre par kilomètre. On leur annonce que cette liaison est essentielle, comme si cela allait les motiver. Abasourdis, ils ne réagissent plus. Ils doivent pourtant se mettre à la tâche immédiatement, car le temps presse. Il faut construire cette ligne au plus vite, afin d'assurer le transport de l'armée d'invasion. Estimation des ingénieurs. Un chantier de 2 ans. Ensuite, on réduit à 18 mois, puis, finalement, un délai d'1 an. Pourquoi? Parce que suite à sa défaite à la bataille de Midway en juin de cette année 1942, le Japon a perdu la maîtrise des voies maritimes. Dès lors, le chemin de fer reste le seul moyen de déplacer ses troupes avec efficacité. Cette ligne ferroviaire demeure la seule chance des Japonais pour continuer leur invasion. Donc, on accélère et on improvise aussi. L'enjeu est colossal. Le matériel est inexistant, l'équipement inadéquat et les prisonniers épuisés. Ils vont devoir trimer sous un climat hostile. L'un des pires du monde à la saison des pluies. De plus, sous la férule d'un ennemi qui n'a que faire de la vie humaine. Lout apprend alors qu'ils vont devoir monter vers le nord avec leur maigre pactage. Oui, mais plus en convoi ferroviaire. À pied cette fois. 140 km. Cela ne cessera donc jamais. La faim, les crampes, les coups, les maladies,
Ils marchent en rang 6 à 7 heures par jour. Taux de mortalité élevé, choléra, famine, brutalité, insolation. Piste boueuse sous la pluie, épuisement total. Plus Lutz Volmans monte vers le nord, plus il découvre le ballast du futur train. Ce maudit train qui permettra le transport des troupes ennemies. Dans les rangs, un nouveau sentiment, ou plutôt ressentiment prend forme. Une sorte d'opposition militante contre les coups, contre les gardiens qui hurlent. Les captifs décident eux aussi de hurler contre leurs tortionnaires. L'âme humaine est capable de ce type de sursaut. À destination, on dirige les prisonniers vers des huttes à peine terminées, dans une clairière. Ce sera leur habitat, sous un plafond de feuillage intense. Ce sera Spring Camp, ce sera leur prison sans mur, ou leur mouroir et leur cimetière. Spring Camp, le camp de Lutz et de ses camarades de détresse, est situé au bord même de la voie ferrée qui longe la rivière Kwai. Ils vont devoir la continuer. Pas question de perdre une minute. Sur la piste boueuse, il pleut à verse. Les ordres et les coups aussi pleuvent. Se succèdent, ne vont jamais cesser. Lutz, lui, n'a qu'un espoir auquel il commence à se raccrocher. La fin de la guerre. Elle est, hélas, encore bien loin. Rien ne peut donc calmer la morosité et la révolte de ces milliers d'hommes répartis dans une trentaine de camps le long du tracé de la ligne. L'officier du camp rassemble immédiatement les hommes de Spring Camp. Aux prisonniers de guerre, britanniques, australiens et hollandais, se sont joints, amenés de force, des Malais, des Chinois, des Javanais et autres natifs d'Indochine. 1/4 de million d'esclaves à la main-d'œuvre gratuite. Au loin, de temps à autre, ils entendent des coups de marteau. C'est le serpent du chemin de fer qui trace sa ligne de mort vers la Birmanie. Colossal travail d'ingénierie, car la voie doit traverser la jungle, des montagnes et des torrents. Première besogne, avec des bambous et des feuilles de palmier, finir les huttes gorgées d'eau et infectées d'insectes. Deuxième ouvrage pour Lutz et les siens, défricher la jungle au bord de la voie de service qui longe le chemin de fer. L'enjeu est de taille. C'est par là que transitent les camions qui leur apportent leur maigre pitance quotidienne. 3 bols de riz pourris par l'humidité constante, mais aussi les rails et les traverses du train. Le plus pénible va suivre. L'abattage des arbres. C'est surtout le plus dangereux. Ils tirent sur les cordes, doivent prévoir la direction que va prendre l'arbre dans sa chute, filer de l'autre côté à toute allure, éviter l'écrasement. Au travail et dans leur hutte, c'est aussi la rencontre avec des habitants indésirables, les insectes. Avec la chaleur et l'humidité constante, ils prolifèrent. Créatures à ailes et à pattes, les punaises tiennent en éveil les dormeurs. Les heures de sommeil sont remplacées par la chasse aux punaises qu'ils écrasent entre 2 ongles. Un jour, Lutz s'effondre, incapable de se relever. Coup de bâton en bambou, rien n'y fait. Ce n'est plus la dysenterie. C'est une soudaine attaque de malaria, une affection transportée par les moustiques. Il est victime de violents frissons et d'hallucinations. Qu'importe, pour les Japonais, c'est un tir au flanc. D'ailleurs, chaque matin, les gardes prennent plaisir à choisir au hasard les alités les plus malades pour les envoyer trimer sur le chantier. Autour de Lutz, les maladies ne cessent de faucher la main-d'œuvre. La dysenterie, la malaria, mais aussi le beriberi et la diphtérie. La malaria semble suivre le contour de la voie ferrée en remontant vers la Birmanie. Les corps se couvrent de plaies infectées. Par manque de vitamines, des maladies cutanées y creusent des trous. Des plaques de gale apparaissent. La pire horreur, ce sont les ulcères gangréneux, incurables souffrances. Vous avez une masse grouillante d'asticots qui ronge votre ulcère purulent, et cela dans une puanteur fétide. 30 à 40% des prisonniers sont impactés par les maladies.
Comme le fait remarquer Loot, nous sommes plus en os qu'en chair. Quand Loot a repris quelques forces, il est envoyé dans une unité chargée d'embarquer les rochers pour faire passer la voie et constituer le ballast du chemin de fer. 9 heures par jour, avec 3 courtes pauses. Un travail harassant. Il casse la roche à coups de marteau et de ciseaux. Plus personne n'a de chaussures. On travaille pieds nus dans la boue ou les cailloux. Avec ses compagnons, il ouvre des montagnes rocheuses, avec le peu de rage qu'il a encore au cœur, avec cette colère qui lui burine la tête. Si je trime, c'est pour transporter ces sales Japs et leur permettre de tuer d'autres hommes, d'agrandir leur empire, de faire main basse sur des ressources stratégiques, bref, de gagner la guerre. Pour lui, comme pour beaucoup, l'abrutissement conduit au silence et au mutisme. Chaque prisonnier fait connaissance avec la mort. Victime ou spectateur, chacun plonge au fond de la détresse. Y a-t-il un moyen d'en sortir ? Se demande Loot. Il est le Benjamin de la hutte. Il va s'en servir. Il s'invente alors des réactions pour survivre. Pour éviter la dépression, il se concentre d'abord sur son extermination des insectes. Il en fait un sport, écrira-t-il, essaie d'en tuer 2 à la fois et tient le compte de ses victimes. Aux latrines, ses copains et lui se racontent leur expérience en matière de dysenterie et avec beaucoup d'humour noir. Certains de ses compagnons ont des connaissances en botanique. Ils en profitent pour chercher des plantes médicinales ou curatives dans la jungle et les utilisent pour apaiser leurs souffrances ou pour en faire des tisanes. Loot expérimente aussi le repli total sur lui-même, surtout pour ne plus entendre la nuit les hurlements des mourants. Son pire ennemi n'est-il pas l'impuissance ? Pour survivre, ils n'ont ni cigarette, ni aspirine, ni chaussures. Il leur reste la détermination. Ouais, plus facile à imaginer qu'à faire. Toutefois, Loot va trouver une nouvelle occupation pour oublier l'enfer. Comparer, classer ses compagnons de bagne, faire des sortes de statistiques et établir le taux de survie des prisonniers en prenant comme critère leur nationalité. Les Hollandais semblent plus à même de résister que les Australiens, mais ce sont les Britanniques qui comptent le plus de victimes. Ceux qu'ils nomment les palos de Liverpool. Ces soldats fraîchement débarqués à Singapour n'ont pas eu le temps de s'accoutumer au climat asiatique chaud et humide. Une autre raison apparaît. Les Hollandais ne font jamais de zèle pour faire avancer le travail. Le commandement japonais, d'ailleurs, les a classés en fin de liste après les Australiens, les Britanniques et les Américains. Pas de zèle donc, moins de fatigue. Loot pense aussi au fait que son armée compte dans ses rangs pas mal de soldats de souche eurasienne, capables de résister à la vie dans la jungle. Chaque jour, inlassablement, Loot casse des cailloux, avec les blessures que cela provoque, avec l'infection inévitable. Et soudain éclate dans les équipes un bouleversement inattendu qui va porter à conséquence. Une véritable révolution agite les rangs des prisonniers. Va-t-elle avoir un impact sur leur morale ? Jusqu'ici, les Japonais ont envoyé des simples soldats sur les divers chantiers. Ils les ont même obligés à construire des huttes pour leurs supérieurs. Mais voici qu'ils modifient leur enrôlement. Désormais, ordre est donné aux officiers de travailler eux aussi à la construction du chemin de fer. Refus des gradés anglais qui se mettent en grève. Les coups pleuvent. De leur côté, Loot et ses compères hollandais applaudissent des 2 mains. Naïfs, les jeunes conscrits sont indignés de voir leur officier humilié. Mais les Japonais ne plient pas. Ils appliquent les mesures prévues. Cesser de nourrir les gradés contestataires.
C'est bien la seule péripétie authentique qu'on retrouvera dans le roman de Pierre Boulle et dans le film de David Lean. Mais l'incident ne perturbe pas l'avancée des rails et des traverses. Loot est toujours préposé au ballast. Il porte des cailloux, des douzaines de fois par jour. Il monte ses paniers de pierres, déverse sa charge, redescend, recommence. Ces pierres s'accumulent au-dessus du remblai qu'il a construit avec la terre pelletée. Mais pas à la vitesse souhaitée par ses gardes. Rappelons-le, le temps presse. Il faut finir la ligne. Un jour, en fin d'après-midi, un des gardes, excédé par le manque de zèle du Hollandais, se rue sur lui. Mais pas avec le bâton en bambou habituel, non, avec un marteau. À coups de marteau enragé, il s'acharne et laboure la région des reins du prisonnier. Loot, sous la douleur, s'effondre, perd conscience. On le transporte en civière, gravement blessé. Dans sa somnolence, il ne se rend pas encore compte que cet incident va déboucher sur une aubaine. C'est la dernière fois que Loot a travaillé sur la voie ferrée du chemin de fer de la mort. Il entre à l'infirmerie de Spring Camp. Il devient aide-soignant. Au point de vue moral, ce n'est pas une bénédiction. Il touche la mort. Il la renifle, l'accepte, la combat, la vomit tellement elle pue. Il assiste à des amputations, des agonies, des enterrements rapides. Le pire pour lui, enlever des pansements des morts, les faire bouillir, les réutiliser sur d'autres futurs mourants. Pourquoi ne penserait-il pas au suicide? Oh, il l'envisage plusieurs fois, ouais. Mais il est trop engourdi par la douleur, trop affaibli. À nouveau sujet aux hallucinations. Mais au moins, il ne casse plus de cailloux. Le Spring Camp, le long de cette foutue rivière Kwai, est devenu son école de la mort. Il sait que le chemin de fer s'allonge comme une chenille maudite. Il sait que des éléphants et leurs cornacs viennent accélérer le travail. Coupé du monde, il ignore qu'en juin de cette année 1944, en Europe, l'espoir s'est levé. Le débarquement de Normandie a ouvert un nouveau front à l'ouest. La guerre du Pacifique a tourné à l'avantage des Alliés. Et puis soudain, un jour de septembre 1944, une excitation inattendue se répand dans le camp. Les prisonniers s'interrogent. La fin de la guerre, se demande Loot. Non, ce serait trop beau. Un coup de propagande des geôliers, une nouvelle victoire du Japon. Si les responsables du camp exultent à ce point, c'est qu'un train va arriver. Il est attendu. Le premier train a emprunté la voie du chemin de fer de la mort. À peine arrivé à la hauteur du Spring Camp, la locomotive quitte la voie ferrée, déraille, atterrit dans les sous-bois et se couche dans un chuintement de vapeur. On assiste alors à une course folle vers le lieu du drame. Les ingénieurs nippons pour comprendre, les cornacs et leurs bêtes pour remorquer la locomotive, les officiers japonais pour aboyer. Sabotage, sabotage, crie-t-il. Même les personnels de cuisine sont appelés. C'est la panique. Une unité d'infanterie prend position afin de juguler toute réjouissance de la part des ouvriers. Des camions arrivent avec de gros poteaux en guise de levier. On tente de redresser la locomotive, de la remettre sur ses rails. Vainqueurs et vaincus s'y attellent. Suite à la catastrophe, les prisonniers constatent qu'ils sont soudain moins surveillés. Quelle montée d'adrénaline! Quel sursaut de colère contenue! Un groupe de prisonniers désignés pour manier les barres d'acier décide qu'il est temps de tenter un acte de sabotage. Ce ne sera qu'une infime vengeance, mais au moins, ils exprimeront leur rage. Ils relâchent la pression sur les barres, les laissent tomber. Les poteaux s'affaissent. La locomotive retombe dans son ravin. Sabotage? On finira par accuser le cornac et l'éléphant. Les gardiens ont beau se ruer sur les hommes,
En eux-mêmes, ces esclaves ont le sentiment d'avoir réussi à retarder la finition de la voie ferrée. Rien qu'une heure, c'est une victoire. Le moral, ce soir-là, est au beau fixe dans les huttes détrempées. Cependant, ce n'est qu'une brève interruption. Les trains vont se suivre en frôlant le Spring Camp de Louth. Le travail est ici terminé, la voie est libre. Les ponts enjambent la rivière Kwai. Louth est en vie, mais pour combien de temps ? L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Après bien des péripéties, de prison en camp japonais, notre héros retrouvera le chemin de la guérison. Et quelques kilos bien utiles. Il fêtera la défaite des nazis à l'ouest, apprendra la nouvelle d'Hiroshima avec des hurlements de joie. Célébrera la capitulation du Japon le 15 août 1945. Découvrira les premiers colis de la Croix-Rouge et saluera l'arrivée des premiers soldats britanniques. Et surtout, ce sera l'autorisation d'envoyer un télégramme à sa famille. C'est à cet instant, écrira-t-il, qu'il fermera la porte de sa vie aux morts d'Europe comme à ceux du sud-est asiatique. Quand s'est-il senti vraiment libéré ? Lui demandera-t-on souvent. Au moment où on l'a emmené aux messes britanniques et qu'on l'a gavé de thé, accompagné de lait, de sucre, de pain blanc et de marmelade d'orange. Trop faible de l'estomac, il a tout vomi. Mais c'était ça, le goût de la liberté. Le chemin de fer de la mort a coûté la vie à plus de 12 000 prisonniers et 240 000 Asiatiques, soit près de 400 hommes pour chaque kilomètre d'un projet inutile. Oui, car à peine achevé, le chemin de fer sera jugé inapte à jouer son rôle. L'état-major japonais le considérera comme un fiasco militaire. Les raids aériens des Alliés pilonneront ensuite l'ouvrage. Les bombardements seront si intenses que les troupes japonaises battues en Birmanie ne pourront utiliser la ligne pour se replier. Désireux de ne pas perdre la face, certains gradés affirmeront qu'elle avait rempli parfaitement son rôle. En fait, le chantier colossal de la rivière Kwai n'a été, comme le souligne Lud Volmans, qu'un total gaspillage d'énergie qui a coûté tant de vies détruites sans la moindre dignité. À l'aube des années 2000, notre rescapé décidera de revenir sur les lieux de son calvaire. Il fera son retour à la rivière Kwai, accompagné de son épouse Edith et d'un autre codétenu, Lex Noyon. Les années passant, une idée a germé en lui, tenter de comprendre le comportement des Japonais à l'égard des prisonniers, percer le mystère et, comme il l'écrit lui-même, imaginer ce qui se trouvait derrière ce masque brutal et impassible. Le voici donc en février 2000, revenu en Thaïlande, à la recherche de son Spring Camp, un des 40 et quelques camps égrenés le long de la maudite voie ferrée. Lud Volmans cherche, essaie de se repérer, mais la jungle a tout dévoré. D'autant qu'une fois la guerre terminée, les Thaïlandais se sont empressés de dépecer l'essentiel du chemin de fer. Cette liaison avec la Birmanie n'avait plus d'intérêt économique. Et puis, l'immobilier et le tourisme avaient fait le reste. Des banlieues, des terrains de football, des hôtels et des golfs avaient été créés. À peine arrivés à Kanchanaburi, ils veulent aller visiter le fameux pont de la rivière Kwai. Il est devenu l'attraction touristique majeure de la région. Les rives de la Kwai sont une destination de vacances très prisée par les habitants de Bangkok. On fait du pognon avec leur enfer. Et eux, ils arrivent ici pour comprendre. Partout, ce ne sont que chaînes d'hôtels, maisons d'hôtes,
étal de gadgets, souvenirs risibles, magasins de faux artisanat, restaurants taille, colporteurs et cartes postales. Heureusement, de temps à autre, Lout déniche quelques monuments commémoratifs du drame. Le pont reconstruit est le clou du commerce touristique. Il est le seul des 3 ouvrages d'acier et des 70 autres de bois à avoir survécu. Et comble d'écœurement, c'est la destination préférée des hordes de touristes japonais. Cette péripétie de la guerre du Pacifique enfonce toujours aujourd'hui ses racines dans cette terre d'Asie entre jungle et rizière. Mais ce qui demeure, c'est une destination proposée par les tours opérateurs et foulée par les touristes du monde entier. Plus personne, heureusement, ne siffle, comme en 1957, la marche du colonel Boguet, le leitmotiv du film de David Lean. Plus personne ne chante que le soleil brille, rengaine que l'on est en droit, après ce récit, de trouver inconvenante. Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Michel Carly et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.